Il est 10 heures sur Radio JM. La grande matinale, ça commence maintenant. Bonjour à tous, il est 10h passé de 6 minutes et vous êtes sur Radio JM pour 2 heures de direct. Bienvenue dans la grande matinale de Radio JM. Je suis ravie de vous retrouver tous les lundis de 10h à midi sur le 90.5 en direct depuis nos studios et bien sûr sur nos réseaux sociaux avec un beau programme. Tout de suite le jingle avec notre belle Noah à la technique. Qu'est-ce qui vous attend ce matin? C'est le programme de la grande matinale Radio JM. On commence le programme par la météo. Aujourd'hui sur Marseille, je vous l'annonçais ce matin, il fait 17 degrés ce matin et jusqu'à 21 degrés cet après-midi. Le programme de cette matinée, c'est la prise de parole du nouveau président du CRIF Marseille-Provence, élu le 28 septembre dernier. Bruno Benjamin sera avec nous pour nous définir le cap de son mandat, l'organisation des commémorations pour le 7 octobre, mais aussi les perspectives électorales, notamment les municipales dans quelques mois. En parlant de municipales, nous recevrons un peu plus tard dans la matinée Grégory Boucher, candidat à la mairie d'Épinay qui répondra aux questions d'Elsa Charbit. Cette belle matinale, accueillera également ce matin la célèbre architecte Corinne Vezzoni, qui a notamment remporté la conception du futur siège du Grand Port Maritime. L'invité économique sera le président de l'UPE 13, Philippe Corsia. Vous sera également présentée l'actualité communautaire de la semaine avec Noah. Nous poursuivrons avec le volet culturel et la venue de l'écrivain Yvan Tettelbaum et son livre Une inquiétude juive. Elsa nous proposera son coup de cœur littéraire. La chronique culinaire de Sacha vous sera également présentée. Bref, plein de surprises. La grande matinale de Radio JM, c'est tout de suite jusqu'à midi. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. Nous sommes le 6 octobre, veille du terrible anniversaire du 7 octobre, 2 ans après. Et à cette occasion, j'ai voulu convier le nouveau président du CRIF Marseille-Provence qui succède au mandat de 3 ans de Fabienne Bendayan. Bruno Benjamin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être pour la première fois en tant que président dans nos studios Radio JM. Comme je l'ai dit, vous avez été élu le 28 septembre dernier à la tête du CRIF Marseille-Provence. Vous aviez déjà été président de cette institution de 2016 à 2022. Mais évidemment, le contexte n'était pas le même que depuis les attaques du 7 octobre. D'abord, en cette veille d'anniversaire, ce triste anniversaire, j'ai envie de vous demander personnellement comment vous avez vécu ces 2 dernières années, alors que vous n'étiez pas aux responsabilités. Vous avez vécu ça finalement comme un militant, comme un juif de Marseille, attaché à l'État d'Israël. Comment finalement vous avez vécu ces attaques et ces 2 années qui ont suivi? Tout d'abord, quelle que soit notre fonction, le titre, on reste un militant. Ces 2 ans sont passés d'abord à une allure folle et ça a été, je crois, le drame de notre vie à tous ceux qui étaient en tous les cas concernés, parce que jamais depuis la Shoah, on a eu à vivre un pogrom d'une telle violence, avec autant de victimes qui ont été massacrées. Je crois qu'on sera tous, les uns les autres, marqués à vie, avec sa propre sensibilité, plus ou moins. Et est-ce qu'on s'en remettra pour retrouver l'avant 7 octobre? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'encore une fois, je crois que c'est parfaitement personnel, ça correspond à la personnalité de chacun. Moi, en tous les cas, je suis marqué. Et je suis à fleur de peau et une sensibilité presque épidermique parce que quand je vais en Israël, ou même quand je suis à Marseille ou en France d'ailleurs, ou quel que soit l'endroit où je me trouve, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on pense à ce drame que nos frères israéliens ont vécu le 7 octobre. Hier, j'ai revu ce fameux film qu'ils ont titré Les Guetteuses, mais en réalité ce sont les observatrices. Et j'ai eu, je sais pas si c'est une chance d'ailleurs, j'ai pu visiter en novembre 2024, c'est Nahal Oz, et notamment la salle de ces observatrices. Je suis désolé, mais je suis très ému en parlant de ça.
Je rappelle juste à nos auditeurs, c'est le film qui est passé hier soir sur Hier France soir, 5, qui tout à s'appelle fait. Les Guetteuses du 7 octobre. Effectivement, on avait reçu Michael Darmon pour nous parler, qui a participé à l'écriture de ce documentaire, pour nous parler de ce documentaire poignant, effectivement. Pour vous contextualiser, c'est effectivement l'histoire de ces femmes, parce qu'il y a 3000 observatrices en Israël qui guettent les frontières du pays. Et donc, ces femmes étaient en première ligne, évidemment, lors de cette attaque du 7 octobre. Donc j'ai pu visiter cette salle qui était bien évidemment terrible parce que ça sentait encore le brûlé, le feu avait atteint tous les organes, j'allais dire, de cette salle. Les murs étaient brûlés, les ordinateurs brûlés, ils ont laissé les choses en l'état. Et là-bas, j'ai rencontré le père de la responsable des observatrices qui a été tuée par le Hamas. Et hier, on a pu voir effectivement la jeune femme qui a pu s'évader par une des fenêtres, qui est vivante, grâce à Dieu. Et tout ça fait qu'à un moment ou un autre, on ne peut pas oublier. Le souvenir est poignant, il est vivant. Voilà, il est au plus profond de nous-mêmes. Et on se demande encore comment c'est arrivé. On pensait qu'Israël était impénétrable. Et on a pu voir aussi finalement qu'il y a une certaine forme de fragilité dans cette puissance qu'est Israël. Donc on espère tous que malgré ce que disent les responsables du Hamas le 7 octobre ne se reproduisent plus. Et on souhaite que la lumière soit faite aussi. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. La priorité effectivement c'est la guerre. C'est de régler le problème des otages. Mais c'est aussi de faire surgir la vérité. Parce qu'on se pose tous la question, et encore plus depuis hier, quand on voit le travail que ces jeunes femmes ont réalisé en mettant en garde, en avertissant, et on ne les a pas écoutées. Donc je crois qu'il est important de faire la lumière sur tout ça. Mais ça sera peut-être dans un second temps. Hier, vous avez assisté, même participé, j'imagine, à l'organisation d'une marche en hommage à ce qui s'est passé le 7 octobre, mais aussi en hommage aux 48 otages qui sont encore retenus par le Hamas à Gaza. Quelle était l'ambiance à Aix-en-Provence hier à 18h? Combien de personnes étaient réunies? Et est-ce que finalement, ce qu'ont vécu Paris, parce qu'on sait qu'à Paris, la mobilisation a été assez importante, est-ce qu'il y a eu un écho peut-être à Aix-en-Provence? Écoutez, moi j'ai été surpris d'abord du nombre de personnes. On était, d'après le renseignement territorial, 350. Donc c'est énorme pour une ville comme Aix. Et c'est pas de leur faire injure que de dire ça. Au contraire, c'est justement leur rendre hommage parce que ils ont su, mobiliser, rassembler. Ils ont su convaincre pour que les gens viennent. D'ailleurs, il y a une petite anecdote lorsqu'on déambulait sur le cours Mirabeau, un des restaurants a mis une chanson en hébreu israélienne. Et le public était ravi, bien évidemment, parce qu'ils se sont sentis, nous sommes sentis d'une part concernés, mais surtout soutenus par un restaurateur qui n'était d'ailleurs pas juif. Et ça fait beaucoup de bien parce qu'on dit souvent qu'on est seul. Je ne crois pas que nous soyons seuls. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, mais c'est une majorité silencieuse. Et c'est ça le problème de fond, c'est qu'on doit les appeler. On doit appeler cette majorité silencieuse à prendre la parole, à affirmer leur soutien à l'égard des Juifs et de l'État d'Israël, parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, Israël c'est une démocratie. Elle est peut-être pas parfaite, d'ailleurs comme tous et chacun, et comme toutes les démocraties, mais quand vous voyez qu'elle est entourée aujourd'hui de dictature, comment peut-on mettre sur le même pied d'égalité cette démocratie qu'est Israël avec ce panel de dictature? C'est un non-sens, c'est un manquement à la morale et c'est un rejet des valeurs universelles. C'est aussi une guerre de communication. On l'a évoqué d'ailleurs avec l'ambassadeur d'Israël qu'on a reçu la semaine dernière. Il y a quelque chose qui s'opère aussi, et même dans le documentaire d'hier, Israël n'est pas bon aussi sur la communication de cette guerre, et ce qui fait qu'aujourd'hui, certains mots sont utilisés, sont galvaudés également. C'est un petit peu le problème. Tout à fait. Israël, de toute façon, on connaît les défauts d'Israël.
On sait qu'Israël n'est pas bon en termes de communication, mais est-ce que c'est l'essentiel? Ah non, c'est pas l'essentiel, la communication. Est-ce qu'on ne devrait pas... Mais ça a un impact. Bien sûr, c'est un impact énorme aujourd'hui, puisque tout est médiatisation, tout est désinformation. Donc, ce qui est important, c'est justement de faire en sorte que Israël puisse continuer à œuvrer dans le sens des valeurs morales, et c'est ce qu'ils font, contrairement à toute la désinformation qui est déployée pour discréditer cette démocratie, son Premier ministre, qui est vilipendé. On a l'impression que cet homme est finalement le pire des dirigeants de cette planète. On ne peut pas considérer Bibi Netanyahou comme un pire dirigeant. Il est ce qu'il est. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on accepte ou qu'on rejette sa politique, mais on doit considérer l'homme pour ce qu'il est, c'est-à-dire premier ministre de l'État d'Israël, on doit le respecter à ce titre. Et on peut être parfaitement contre sa politique, mais nous, en tant que juifs aujourd'hui, on a le devoir, quel que soit le gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, de soutenir l'État d'Israël. Et ça, j'en fais un leitmotiv parce que je ne comprends pas que des juifs aujourd'hui puissent affaiblir cette démocratie pour des raisons uniquement idéologiques. Et j'ai coutume de dire que ce qui est dommage dans l'idéologie, c'est qu'elle prend le pas sur l'intelligence. Donc, je crois qu'on a un seul devoir aujourd'hui, c'est de soutenir cet État. Comme je l'ai fait dans d'autres temps, lorsqu'il y avait des gouvernements de gauche, j'ai soutenu cet État, parce que j'estimais que ce qu'avaient décidé les Israéliens, c'était leur choix, et que nous, on ne pouvait pas remettre en cause ce choix, puisque nous sommes des Juifs de diaspora, que nous ne sommes pas Israéliens, que nous votons pas là-bas, nous vivons pas là-bas. Donc la moindre des choses, c'est de soutenir ceux qui vivent là-bas, et ceux qui ont décidé de qui doit gouverner. Alors, en raison des fêtes, rien ne se passera demain, mais qu'avez-vous prévu pour se rappeler de cette date marquante du 7 octobre, ici, à Marseille? Alors, écoutez, moi, je prends les choses en cours, je suis arrivé le 28, donc créer quelque chose pour le 5, puisque les événements nationaux devaient se dérouler le 5. Moi, j'ai préféré temporiser, décider d'une autre date. Au début, c'était le 12. Le 12, ça pose des problèmes de logistique, y compris en termes de sécurité. Je dois rappeler que le SPCJ est sur les rotules, avec toutes les manifestations, tous les événements. Donc, c'est le seul jour qu'ils ont pour se reposer. Donc, j'ai accepté de reporter au 19, bien sûr, avec mes collègues du consistoire et du Fonds social. Le 19, ça sera une journée commémorative du 7 octobre. Elle se déroulera en plusieurs temps, notamment le premier temps, ça sera un rassemblement important. Alors, ça sera dans la matinée, 10h30, 11h, on est en train de finaliser, où il y aura des intervenants nationaux, où je voudrais que les choses soient un peu différentes, c'est-à-dire que ça soit pas festif, et j'espère que ça le sera, parce que j'ose espérer en tous les cas, que les otages seront libérés. Mais en tous les cas, ce que je veux, c'est que ça soit retentissant. Je veux que ça soit pas de l'entre-soi, et je veux que tous les Marseillais, de bonne intelligence, de bonne volonté, démocrates, républicains, puissent se joindre à nous. Donc on fera tout dans ce programme justement pour attirer tous ceux qui sont épris de justice et de vérité. Et l'après-midi, on recherche encore le lieu, mais vraisemblablement que ça se déroulera à la région, si on a l'accord, bien sûr, du président et des instances de la région. Il y aura un temps d'exposition et de conférences-débats, aussi avec des intervenants nationaux. Voilà, donc on veut faire quelque chose qui soit à la dimension de Marseille. Ça veut dire quelque chose de grand, parce que Marseille, c'est la seconde ville de France. Et on souhaite qu'il y ait effectivement énormément de monde, parce qu'il faut qu'il y ait un retentissement. C'est important que les Juifs ressentent
à Marseille et ailleurs, qui sont soutenus, qui sont portés et qui ne sont pas seuls. Vous espérez convaincre, dans les mots que vous venez de me dire, qu'il faut réunir tous les Marseillais autour de ce rassemblement, mais c'est presque difficile à entendre de se dire qu'il faut convaincre des gens pour commémorer une telle date. Comment vous allez réussir à convaincre ces gens-là qui finalement sont assez figés depuis 2 ans? Alors, il n'est pas question de convaincre, il est question d'appeler dans leur ressenti, si vous voulez, d'appeler leur conscience pour qu'ils se joignent à nous. Après, on ne va pas aller les chercher, on ne va pas faire du porte-à-porte, mais on va leur faire savoir, on va communiquer sur l'instant pour leur faire savoir effectivement qu'il y aura cet événement, ces événements, et c'est à eux après à décider s'ils veulent nous rejoindre ou pas. Vous nous avez confié lors des vœux du consistoire que vous vouliez évidemment lutter contre l'antisémitisme, vous en faites votre cheval de bataille, faire vivre la mémoire de la Shoah, mais aussi et surtout, puisque c'est votre vocation première, établir le contact avec les politiques locaux. Est-ce qu'aujourd'hui vous rencontrez tous les partis politiques à quelques mois des municipales, ou est-ce que vous avez ce vœu-là? Moi, je vais vous dire, très franchement, on rencontre les partis politiques aujourd'hui qui sont en responsabilité à Marseille. Pas encore les autres. Au risque de choquer, je suis pour un dialogue. Je l'ai dit, je le redis. C'est dans l'intérêt de tous, le dialogue. Je suis pour le dialogue, y compris avec certains qui sont considérés aujourd'hui comme une certaine extrême. Parce que j'estime que si on veut confronter, si on veut s'opposer, il faut absolument pouvoir échanger. Si on n'échange pas, chacun d'entre nous restera sur ses positions. Et est-ce qu'on convaincra ou est-ce qu'on nous convaincra? J'en suis pas certain. Vous parlez de l'extrême droite, de l'extrême gauche? Non, l'extrême gauche, non. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très clair. Aujourd'hui, on ne peut pas aller vers un parti, d'accord, ou vers un groupe de personnes qui critiquent au quotidien, minute après minute, et l'État d'Israël et les Juifs de France. C'est pas possible. Par contre, il y a un parti aujourd'hui qui est considéré comme extrême droite, qui lui soutient Israël et soutient les Juifs de France. Jusqu'à quand nous devrons l'ignorer? C'est la question que je me pose. Et je le dis clairement en tant que président du CRIF Marseille-Provence, et je sais que ça va déplaire, mais vous savez... Et ça va même choquer une partie de la communauté. Peut-être, mais j'ai toujours pris mes responsabilités et je continuerai à les prendre. Je ne dis pas qu'il faut les accréditer. Je veux que ça soit clair. Je ne dis pas qu'ils sont la panacée. Je ne dis pas que c'est la solution. Mais je ne comprends pas aujourd'hui. S'ils sont dans la sphère républicaine, est-ce qu'on doit continuer à les ignorer? C'est la question que je me pose, et c'est la question que je poserai à mon comité directeur, et on décidera tous ensemble, parce que j'estime qu'à un moment ou un autre, on ne peut pas toujours fermer la porte. On peut réfléchir, effectivement, si c'est une bonne chose, si c'est une mauvaise chose, qu'est-ce que ça va engendrer, quelles vont être les répercussions, mais on ne peut pas toujours fermer la porte. En local, c'est un secret pour personne, le maire Benoît Payan ne souhaite plus répondre à mes interviews, ni même venir aux événements majeurs de la communauté. Est-ce que vous lui avez demandé des explications, et est-ce que vous trouvez cela normal d'agir ainsi en tant que maire de la deuxième ville de France? Non, c'est sûr que je ne suis pas d'accord avec son positionnement. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui le motive. Donc, je crois que prochainement, il a souhaité rencontrer les présidents des 3 institutions communautaires. La date n'est pas encore fixée. En tous les cas, elle a été fixée, mais reportée parce que c'est tombé jour de fête. Donc on va lui poser quelques questions, on aura certainement des réponses, d'autant que dès le début de son mandat, il nous a pas habitués à ça. Et je dois vous rappeler quand même qu'il a fait... il a été extrêmement présent, il était d'ailleurs là le lendemain du 7 octobre dans ce studio pour exprimer sa solidarité. Tout à fait, il a même visité plusieurs synagogues où il a pris la parole, etc. Donc il y a quelque chose qui a engendré ce nouveau positionnement. Est-ce que ce positionnement est seulement électoraliste? C'est une question qu'on peut se poser. En tous les cas, ce qui est sûr, quelle que soit la ville, quel que soit le maire doit parler et doit soutenir toutes les composantes de sa ville. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Donc on va essayer de comprendre... De renouer le dialogue aussi. Ça, nous sommes dans l'obligation de le faire. Nous sommes des responsables communautaires. On ne peut pas, si vous voulez, refuser le dialogue au premier magistrat de Marseille. C'est pas possible. Ça n'existe pas nulle part, y compris dans la bienséance, et même, si vous voulez, dans l'aspect moral des choses. Donc, on échangera, on continuera à échanger avec lui, ce qui nous permettra aussi de lui dire certaines choses, lui faire part de notre mécontentement, parce que aujourd'hui, si vous voulez, la pire des choses, ça serait d'une part de s'ignorer, d'accord ? Ça serait de mettre à l'index le premier magistrat de cette ville, et que le premier magistrat de cette ville mette à l'index une des composantes importantes de cette ville de Marseille. Donc les juifs marseillais ont le droit d'une part de s'exprimer, ont le droit à la reconnaissance, ont le droit à la dignité, et je crois que nous lui dirons tout ça lorsque nous le rencontrerons. Merci beaucoup Bruno Benjamin, nouveau président du CRIF Marseille-Provence. On a passé un peu plus de 20 minutes ensemble ce matin pour nous présenter un petit peu les perspectives et surtout nous parler de cet événement majeur qui aura lieu le dimanche 19 octobre. On aura l'occasion évidemment d'en reparler sur Radio JM et on vous accompagnera aussi dans l'organisation de ce grand événement à Marseille où on espère potentiellement rassembler un peu plus que la communauté juive. Merci à vous. Merci, merci. Je vous propose une petite pause musicale et on revient tout de suite après ça. Restez branchés, la grande matinale Radio JM continue sur le 90.5. De retour dans la grande matinale de Radio JM en ce lundi 6 octobre et tout de suite, je vous propose l'agenda communautaire très restreint de la semaine présenté par notre belle Noah. Vous voulez tout savoir sur les événements communautaires? Ouvrez vos agendas. C'est maintenant avec Noah. Bonjour à toutes et à tous. En cette période de fête, la vie communautaire tourne un petit peu au ralenti et un seul rendez-vous est à noter cette semaine, mais il promet d'être festif. La Grande Synagogue de Marseille et l'association Événements Mazal organisent pour les célibataires une pizza party et speed dating sous la souka ce dimanche 12 octobre 2025 à partir de 18h30 pour les 35 à 48 ans. Au programme ambiance musicale, rencontres conviviales et bonne humeur assurée. L'inscription se fait soit par QR code via l'affiche disponible sur notre site radiojm.fr au tarif de 17 € ou directement sur place, tarif 22 €. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Déborah Lévy au 04 91 98 49 54 ou Bernard Toubia au 06 62 65 89 17. Voilà pour les rendez-vous à venir, alors à vos agendas. Et moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Soukhot et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres événements communautaires. Merci beaucoup Noah, il est 10h31 et tout de suite, c'est le flash d'information locale avant de retrouver notre invitée Corinne Vezzoni, architecte à la réputation mondiale. À tout de suite. Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 6 octobre et voici les titres de votre édition. Hier en fin de journée à Aix-en-Provence, les associations communautaires ont convié les Aixois à une grande marche contre l'oubli en mémoire des 1250 victimes du 7 octobre et des 48 otages encore retenus à Gaza. Sabrina Aouizerat, cofondatrice du collectif du 7 octobre, l'une des organisatrices, s'est confiée à Magali Barthès. Le mot d'ordre qu'on avait donné, c'était une commémoration, un recueillement. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a eu, avec déjà un mouvement d'union avec l'ensemble des associations qui ont répondu présentes, que ce soit la SIAP, le CRIF, le collectif du 7 octobre qui a porté la manifestation, Nous Vivrons, DDF, la Viso, la Maison Lunel, qui rassemblait des valeurs du judaïsme et des valeurs républicaines, avec des symboles forts, avec les éclaireurs israélites de France qui étaient avec nous pour lire le nom des personnes françaises qui sont tombées le 7 octobre, avec notre rabbin qui a chanté la Marseillaise, avec la jeunesse qui était présente avec nous. Donc un grand moment pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre et pour continuer à demander inlassablement la libération des 48 otages toujours à Gaza. Et on espère très très fort que ce soit le dernier rassemblement.
Samedi dernier, un jeune olivier a été planté à proximité de la synagogue d'Aubagne pour la mémoire d'Ilan Halimi, tué en 2006 par le gang des barbares. Une tablette de céramique réalisée par l'association des céramistes et centonniers d'Aubagne rend hommage au jeune homme, mais aussi à toutes les victimes de l'antisémitisme et de l'intolérance. Vendredi dernier, c'était le conseil municipal. Parmi les sujets abordés, le surcoût de la marina olympique. Joël Canicave, conseiller des 6e et 8e arrondissements de Marseille, alerte sur le montant de la facture à régler. Des propos recueillis par Rachel Castan. Les travaux avaient été initialement prévus à 40 millions d'euros hors taxes. Ils atterrissent aujourd'hui à 45 millions d'euros hors taxes. Donc ça fait un delta de 5 millions d'euros qui est dû pour moitié en gros par l'inflation, le prix des matériaux, etc. Et l'autre moitié, une commande faite par les organisateurs des JO d'aller un petit peu plus loin que le cahier des charges initial. À ces 5 millions d'euros supplémentaires s'ajoutent 3 millions d'euros qui étaient prévus par la région au titre du FEDER, qui, par un coup de, on ne sait pas comment d'ailleurs, ont disparu. C'est-à-dire la région nous a dit c'est pas possible avec le FEDER, alors qu'il s'était engagé avec les partenaires financiers à dire ça y existera. On s'est retourné vers eux, on a dit donc la région va financer. Ils nous ont dit non. Donc il manque 3 millions d'euros. Donc ça fait 5 et 3, 8. Il y a 8 millions d'euros effectivement à trouver. L'État a déjà abondé en plus de 2 millions d'euros. Et donc il resterait 6 millions d'euros supplémentaires à régler. Vous avez peut-être déjà reçu un message d'un livreur qui demande si vous êtes chez vous, puis vous incite à cliquer sur un lien. Ceci est une des nombreuses arnaques bancaires qui se sont répandues et ont pris de l'ampleur partout en France depuis cet été. Pour lutter contre ce phénomène, Grégory Petry, chef adjoint de la division de la criminalité territoriale, insiste sur l'importance de ne jamais y répondre et vous explique plus en détail cette menace au micro de Rachel Castan. La nouvelle méthode des mises en cause consiste donc à utiliser le mode opératoire dit du faux coursier. Donc la victime est contactée par un faux conseiller bancaire qui lui explique qu'il y a des mouvements frauduleux sur son compte bancaire. Et à l'issue, il y a un faux coursier qui récupère sa carte bleue avec ses codes du fait de la mise en confiance établie au préalable et qui, avec ces éléments-là, bien sûr, va faire des mouvements là véritablement frauduleux avec la carte bancaire de la victime. Ce sont des victimes qui sont soit en état de vulnérabilité, soit qui ne connaissent pas beaucoup les moyens de télécommunication. 1600 coureurs étaient réunis hier pour la 4e édition de Marseille en Rose au profit de la prévention et de la recherche médicale contre le cancer du sein au parc de la Maison Blanche. L'occasion de récolter des fonds pour la recherche médicale contre le cancer du sein, notamment pour l'Institut Paoli Calmette. En football, l'OM enchaîne les succès avec une 4e victoire consécutive contre Metz, 3-0 en match extérieur. La météo aujourd'hui est de 17 degrés ce matin et jusqu'à 21 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Comme tous les jours dans ce journal, à défaut de citer leur nom, nous donnerons le nombre d'otages encore retenus par les terroristes du Hamas. Ils sont au nombre de 48, 20 otages seraient encore en vie, 28 sont déclarés ou présumés morts. Tout de suite, c'est le retour de la matinale sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin. Vous êtes sur Radio JM 90.5, c'est la grande matinale. Vous êtes toujours dans la grande matinale de Radio JM tous les lundis de 10h à midi et puis une information de dernière minute. Si vous ne le savez pas encore, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a annoncé sa démission il y a quelques minutes. On en parlera avec notre invité politique dans moins de 20 minutes ainsi qu'avec Elsa Charbit. Mais on poursuit cette belle matinée à vos côtés avec une architecte dont la réputation est mondiale, Corinne Vezzoni. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans les studios de Radio JM. Je vais rappeler un petit peu votre parcours, même si beaucoup vous connaissent ici à Marseille. Vous êtes architecte, 3 fois nommé
au Grand Prix national de l'architecture, lauréate du prix de la femme architecte et de la médaille d'or de l'Académie d'architecture. Vous avez été notamment choisie pour concevoir le futur siège social du port de Marseille-Fos et la réhabilitation de la halle J0. Avant de nous expliquer comment vous avez réussi finalement à obtenir ce projet, la Biennale d'architecture de Venise 2025 a décidé de mettre en avant votre agence à travers le projet du lycée Simone Veil à Marseille dans la catégorie Vivre avec ses vulnérabilités. Qu'est-ce que ça représente que son travail soit finalement mis à l'honneur dans un tel événement ? Alors, d'une part, ça représente, bien sûr, c'est une satisfaction pour notre agence, mais aussi, je pense, pour les territoires hors Paris. C'est-à-dire que c'est assez rare que les territoires français soient représentés. Il y a dans le monde de l'architecture, très souvent, un entre-soi. Et là, c'est une façon de montrer que les temps changent et que peut-être les questions environnementales ont fait qu'on regarde ce qui se passe ailleurs et combien la question de l'ancrage territorial est important devient très très important dans nos métiers. Et c'est la démonstration qu'on a faite avec ce lycée, c'était de dire comment on construit ici, à Marseille, dans cet environnement-là particulier, avec des contraintes particulières, puisqu'il y avait le massif de l'Étoile qui déverse de l'eau vers la mer et qui crée des problèmes d'inondabilité des sols, et comment nous, on peut y répondre. C'est important, et puis en plus, quelle symbolique, le lycée Simone Veil, c'est aussi une grande femme à la carrière incroyable, c'est aussi cette fierté-là de porter ce projet. Oui, tout à fait. Et puis en tant que femme, effectivement, c'était pour moi, j'étais vraiment ravie qu'on choisisse cette figure qui bon, outre, évidemment, c'est son combat pour les femmes que j'ai regardé essentiellement, mais c'est vrai qu'en plus, on était parmi les premiers à avoir à donner ce nom. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres équipements. Ça fait partie des premiers établissements. Alors, on a envie de comprendre, Corinne Vezzoni, comment vous choisissez de vous positionner sur des projets. En ce moment, évidemment, vous réalisez beaucoup de choses. Le quartier Chalucé à Toulon ou encore les terrasses d'Ingouville dans le cadre du concours Réinventer le Havre. Et puis, bien sûr, il y a ce siège social du port maritime de Marseille et la réhabilitation de la halle J0. Pourquoi ces projets-là et comment réussir finalement à se démarquer, à comprendre l'environnement? On parlait justement d'adaptabilité. Comment finalement vous arrivez à percevoir ces besoins-là? Alors à chaque fois, mon travail est d'aller chercher, essayer d'extirper tous les points forts et les points faibles d'un site qu'on me propose. Au Havre, c'est une ville portuaire aussi, mais c'est une ville où il pleut beaucoup. C'est une ville où la lumière n'est pas du tout celle que nous connaissons. Et comment nous, on peut capter cette lumière et l'amplifier au Havre. À l'inverse, dans le sud, en Méditerranée, c'est au contraire comment s'en protéger, comment essayer de la canaliser pour ne pas faire que les bâtiments s'échauffent. Et tous les sujets sont des sujets, à chaque fois, des questions qui se posent par rapport à des territoires. Et mon travail, c'est de faire avec le contexte. C'est vraiment, depuis toujours, j'ai toujours voulu faire avec le contexte dans lequel j'intervenais, son histoire. Je vais chercher aux archives toutes les traces de ce qui s'était passé avant moi, Vous ne voulez pas effacer le passé. Je ne veux pas effacer le passé. Et le port, évidemment, en est un exemple criant. Alors justement, en tant qu'architecte, vous le dites depuis le début de cette interview, vous devez prendre en compte les mesures respectueuses de l'environnement et du patrimoine en général. C'est parfois pas évident, j'imagine, de s'adapter à son environnement. On le disait, au Havre, il pleut beaucoup, donc vous devez aussi réfléchir à des concepts qui sont très opposés à ce que vous pouvez faire ici dans le sud. Dans le sud, il fait parfois très chaud, dans des hangars, des choses comme ça. Donc, il faut avoir aussi cette capacité d'adaptation quand on est architecte. Oui, on est généraliste. Et je dirais que, contrairement par exemple à des médecins ou des chirurgiens qui se spécialisent, je pense que les architectes, c'est l'inverse. On est bien meilleur quand on change de sujet régulièrement et je travaille sur des questions de la mobilité, sur le Grand Paris par exemple, sur les gares du Grand Paris, comment on va boucler la périphérie parisienne, retrouver des mobilités douces. Je travaille sur des espaces publics, je travaille pour le festival de danse, voilà. Et plus on va se nourrir d'ailleurs, d'autres lieux, d'autres façons de voir et de vivre, plus ça nourrit notre travail et ça nous rend plus inventifs. Il faut continuer sans cesse à être inventif. C'est des prises de risques aussi.
Oui, bien sûr, mais j'ai fait ce choix de m'aventurer dans la commande publique et dans les concours, la compétition d'architecture, contrairement à un bon nombre, les 80% de la profession, qui fait le choix plutôt de faire de la promotion immobilière. C'est pas toujours simple, effectivement, de s'imposer. S'imposer aussi peut-être en tant que femme architecte. On parlait de Simone Veil tout à l'heure en tant que figure, effectivement, du féminisme français. Mais est-ce que vous, finalement, qui avez bâti une réputation avec des projets très importants, pas seulement dans le sud de la France, je le rappelle, comment finalement, est-ce que vous portez un petit peu cette image de finalement la femme architecte qui réussit ou qui a réussi? Oui, je suis pas la seule. Évidemment, je suis pas la seule, mais effectivement, ça n'a pas été toujours simple. Je peux pas dire que ça soit vraiment très compliqué. Il y a quand même effectivement plutôt dans le monde de l'architecture des confrères, c'est plutôt là que le problème se pose. Il y a une génération d'architectes hommes qui ont voulu garder le pouvoir et qui n'ont pas voulu partager, et qui ont très mal vu qui nous ont très mal reçus. Ouais. Mais je pense que là aussi les temps changent et les jeunes voient les choses différemment. Et ça, et puis il y a de plus en plus de femmes architectes. Oui. Dans les écoles d'architecture, il y a j'ai entendu la directrice de l'école d'architecture de Marseille qui m'a dit que cette année, il y avait plus de 70%. Ah oui. Donc ça bascule. Après, le problème, c'est que font-elles ensuite? Et on ne les retrouve pas forcément à la tête d'agence. On les retrouve un peu partout. Alors, c'est nécessaire aussi d'avoir des architectes dans toutes les collectivités, dans tous les d'autres domaines que l'architecture pure, parce que l'architecture, c'est aussi la vie. Bien sûr. C'est aussi comment on va vivre ensemble, quelles sont les propositions qu'on fait pour la collectivité. Mais on les voit rarement à la tête des entreprises. C'est un peu le problème. Vous espéreriez que justement ça bascule un petit peu? Oui, bien sûr. Mais je pense que là aussi ça change. Je vois beaucoup de femmes qui m'invitent à des conférences parce qu'elles veulent montrer aux jeunes femmes que c'est possible, bien sûr. Voilà, et la valeur d'exemple est importante. Vous montrez un petit peu la voie. Alors justement, vous parlez de la jeunesse et je voulais en parler avec vous ce matin. On sait qu'aujourd'hui, des architectes qui sortent de l'école ont du mal à trouver du travail, mais parce que le contexte économique aussi n'est pas bon, et on l'a encore vu aujourd'hui avec la démission du Premier ministre, ça fait que ça crée aussi des instabilités au niveau économique, politique. Est-ce que selon vous, ce secteur est en crise? On sait que le secteur du bâtiment ne va pas très bien aussi depuis plusieurs mois. Nous, on reçoit régulièrement des acteurs du monde économique sur notre territoire qui nous indiquent que les chiffres ne sont pas bons. Est-ce que vous, finalement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui parfois peuvent se décourager à l'idée que les perspectives ne soient pas bonnes pour demain? Oui, c'est exact. C'est quand même très inquiétant. Les jeunes je pense que c'est la jeunesse qui veut ça, ont une vocation, une capacité à se réinventer. Je pense qu'on peut aborder d'autres sujets. Et là aussi, c'est ce que je disais, on peut aller vers d'autres voies. Et les jeunes ont tendance à se regrouper, et je pense que c'est une bonne chose parce que ça donne de la force. Oui. Ils partent pas seuls, ils ne créent pas leur agence seuls, ils se regroupent en collectif, et le travail en collectif fait qu'ils se complètent, chacun a un rôle, et puis il y a une synergie entre eux. Et ça, je pense que c'est une bonne voie. Ensuite, ils abordent d'autres sujets qui sont, par exemple, la question de du réemploi, de comment on réutilise des bâtiments, comment on réutilise des matériaux, et ils vont vers d'autres activités qui sont un peu parallèles, mais qui font toujours partie de l'architecture. Et on en voit dans des entreprises qui vont collecter des matériaux, les trier, etc., ou qui vont créer des tiers-lieux où ils vont animer aussi des lieux qui sont des lieux patrimoniaux, des lieux abandonnés, et pour lesquels ils vont donner une autre vie. Donc il y a une façon aussi de créer soi-même son activité. Quel regard vous avez sur l'intelligence artificielle? Est-ce que typiquement c'est aujourd'hui un outil que vous utilisez dans votre agence ou pourquoi pas dans ce fameux projet dont on parle ce matin, ce siège social du port maritime de Marseille et de la réhabilitation de la halle? Est-ce que c'est un outil que vous commencez à adopter ou vous êtes un peu réticente? Alors je l'adopte
pour les textes. C'est-à-dire que je suis architecte conseil, j'ai été architecte conseil de la ville de Lyon, là je suis architecte conseil de l'État, et lorsque je dois passer 2 jours dans une commune, dans un département français, il y a énormément de réunions, Oui. et là j'utilise l'IA parce que ça va m'aider à faire mes comptes rendus, mais après... Parfois, on va chercher évidemment pour justement ces questions historiques, patrimoniales. Oui. Bon. Comment on peut nourrir... En fait, je l'utilise pour nourrir ma réflexion et le projet. Après, pour l'instant, l'imagination, pour l'instant, elle me propose pas. Oui. L'inventivité, elle me propose des formules déjà faites, des projets architecturaux déjà... Et oui, et puis surtout que vous démarquez finalement par votre personnalité. C'est ça. Si vous demandez à l'IA de faire votre travail, Voilà, c'est quand même c'est ça, compliqué. c'est Donc, ça. il faut savoir, voilà, juste bien l'utiliser, Oui. peut-être aussi dire à la jeunesse. C'est un outil. Voilà, c'est un outil. Alors, parlez-nous de ce siège social du port maritime de Marseille. Quelles sont les perspectives déjà de date, de travaux, et comment vous voyez ce projet, vous qui, j'imagine, ça a dû germer pendant pas mal d'années. Oui, ça a duré 1 an et demi. Oui. C'est donc un projet qui est en collectif, en association avec des promoteurs, des investisseurs. Alors c'est le groupe Eiffage, Oui. qui est investisseur, promoteur, et qui va gérer pour 70 ans le site D'accord. et qui va le construire. Donc on a gagné cette compétition, c'était un concours, il y avait d'autres équipes face à nous. Et ce projet est un projet évidemment très symbolique parce que c'est sur le port. Oui. L'histoire, Marseille, c'est le port. Et faire vraiment participer à l'âme de la ville, c'est quand même quelque chose de formidable. Après, il va être très long, puisqu'il y a plusieurs choses à construire. Il y a, vous l'avez dit, comment on va réhabiliter les halles J0, qui sont des halles avec une structure à la Gustave Eiffel, une structure métallique, très belle, qui sont en très mauvais état, qu'il faut réhabiliter. Une d'entre elles va être laissée libre, pour permettre à la population d'accéder librement jusqu'au quai. Oui. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et ensuite, il y a le siège du port à construire, mais aussi d'autres activités, puisqu'on veut y injecter d'autres lieux de vie avec, on a travaillé sur la grotte Cosquer, les gens de la grotte Cosquer vont créer un lieu muséal où les gens pourront visiter. Il va y avoir là aussi des lieux associatifs. Il va y avoir le Port Center, c'est le lieu démonstratif de l'activité portuaire depuis la création, depuis les Grecs, et comment le port a évolué et comment il évoluera, puisqu'il subit en ce moment une très grande transformation sur un plan environnemental et énergétique au niveau de Fos, et pour attirer aussi de nouveaux talents vers le port. Et puis aussi des lieux de formation pour le port, donc pour tous les marins et les activités portuaires, toutes les dockers, etc. Donc c'est intéressant parce que c'est le monde du travail qui croise le monde des citoyens, et la ville et le port se rencontrent enfin. Et moi, c'était cette symbolique que je trouvais très belle, c'est qu'on ne va pas modifier l'activité portuaire. Les bateaux pourront venir encore, les passagers pourront venir débarquer sur les quais, et la ville pourra aussi venir croisés. Alors, on a des systèmes très sophistiqués de contrôle parce qu'il y a la douane, il y a toutes les questions de sécurité, mais on va arriver à faire que les deux fonctionnent ensemble. Et c'est ça la grande réussite pour moi, c'est que la ville rejoint le port. Oui, et c'est la satisfaction aussi de construire un lieu qui va, comme vous le disiez, accueillir des milliers de gens chaque année, qui est au cœur de la ville finalement, et qui va être utilisé à la fois par les citoyens lambda, les voyageurs, les professionnels. C'est aussi une satisfaction d'aboutir à un projet finalement assez global. C'est ça. Et aussi l'utilisation, j'imagine, de matériaux très spécifiques. Quand on est sur un port, j'imagine qu'on peut pas utiliser n'importe quoi pour la longévité, parce que là encore, on parlait d'environnement tout à l'heure. Il faut aussi réfléchir à ce que finalement ces bâtiments durent. Oui. On a regardé, là, la question patrimoniale a été importante, puisqu'on a regardé d'abord les traces, comment se constituait ce port au 19e siècle, et on a retravaillé sur les traces. On a installé les bâtiments sur les traces des anciens bâtiments. On a retrouvé une traverse qui était la traverse de la Joliette, qui donnait vers la mer et qui permet un cadrage vers l'horizon qui est très beau depuis la place de la Joliette. On a regardé comment a été construit les docks que vous connaissez tous, avec le siège des docks au 19e siècle, qui est construit en terre cuite et en pierre. Et on a utilisé ces mêmes matériaux. On retrouve des bétons
qui sont utilisés avec la déconstruction de ce qu'on va démolir. Donc on va récupérer les matériaux et construire le socle dans ces matériaux-là, et de la terre cuite qui est fournie avec une entreprise qui se trouve à côté de notre site, au pied du Grand Littoral, qui étaient des entreprises qui sont nées avec le port, parce qu'elles lestaient les bateaux qui partaient vers les pays étrangers. Elles servaient de lest, la terre cuite et les tuiles servaient de lest. Ils les débarquaient dans les pays étrangers et ils revenaient chargés de tous les matériaux et denrées de l'extérieur. Ce qui fait que il y a vraiment un lien. Il y a un lien. En fait, vous réussissez à connecter finalement l'histoire des lieux, la matière première que vous essayez de territorialiser aussi, exactement, de faire travailler les gens du territoire, c'est important, tout en gardant toute la symbolique. Exactement. Et puis sur un plan écologique, ce sont des circuits courts qui font qu'on ne va pas avoir des transports lointains. Et ça permet aussi de conserver, de se dire qu'avec peu, on peut arriver à faire un projet immense avec 2 matériaux. Bah écoutez, on a hâte de vous suivre sur tout ce projet. Évidemment, on sera là à l'inauguration pour voir le résultat. Oui. Merci beaucoup en 2030, mais on sera là, vous inquiétez pas. Merci beaucoup Corinne Vezzoni d'avoir été avec nous ce matin. Et puis puisque vous vous connaissez, il était logique de convier Elsa Charbit à faire sa chronique littéraire maintenant face à vous. Jingle, et on se retrouve juste après. Le coup de cœur littéraire du jour, signé Elsa Charbit. Alors Elsa, c'est à vous. Bien, écoutez, j'avais envie de vous parler d'un livre certes, mais aussi d'une maison d'édition. C'est pour ça que je voulais vous proposer aujourd'hui de découvrir un ouvrage qui vient tout juste de sortir, puisqu'il est paru le 2 octobre en librairie, qui s'intitule « Enfants brûlés cherchent le feu ». Quel titre, déjà il fallait le trouver, de Cordelia Edvardson. L'édition Christian Bourgeois, puisqu'il est édité chez Christian Bourgeois, est une maison d'édition sur laquelle je voulais vraiment faire un focus. Elle a été créée en 1966 par Christian Bourgeois, avec une volonté de mettre en avant la littérature étrangère. Et c'est toute la richesse de son catalogue qu'il continue bien sûr de nourrir année après année. Et c'est un catalogue qui est à la fois exigeant, parce qu'il ne se conforme pas à des modes, mais véritablement à découvrir des artistes, à les soutenir, mais aussi à la portée de tous. C'est pas parce que c'est exigeant que ça ne peut pas plaire à la plupart des personnes qui lisent et qui découvrent ces livres, et celui-là véritablement en fait partie. J'en profite pour saluer le directeur éditorial qui est Jean Materne, un ex de Transfuge, j'allais dire de chez Gallimard, quelqu'un qui a une sensibilité littéraire formidable et qu'on va retrouver bien sûr dans la programmation. Et puis mon amie qui est directrice de communication, Amélie Dor, qui a fait un très très beau parcours et qui m'a recommandé ce livre cet été et que j'ai lu avant sa sortie et dont j'avais véritablement envie de vous parler. D'abord parce qu'il vient de sortir et aussi parce que c'est une histoire vraie qui est traduite du suédois. C'est une histoire qui est assez particulière puisque Cordelia elle-même, qui est l'héroïne de ce livre, donc l'auteur, est née hors mariage et elle a un père juif qu'elle ne connaît pas, qu'elle le fréquente très peu, et sa mère, qui est une poétesse reconnue, est une femme elle-même qui a une ascendance moitié juive, mais qui est loin de ça, surtout quand on sait qu'ils vivent en Allemagne et que les périodes sont difficiles puisqu'on est à la veille de la guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les décisions vont être prises contre les juifs, et sa mère, qui va quand même essayer par certaines démarches de la sauver, ne va pas y arriver, et en fait elle va abandonner sa fille Cordelia à son sort. C'est une adolescente qui va donc se retrouver d'abord à Theresienstadt, puis dans l'enfer d'Auschwitz, et lorsqu'elle va être rescapée des camps, elle se retrouve à Stockholm et elle va décider de construire sa vie là-bas. C'est un livre sur la relation mère-fille, mais sur une relation mère-fille empoisonnée, j'allais dire véritablement toxique, qu'on découvre, et avec une écriture absolument parfaite qui nous fait toucher aussi cette violence inouïe de leur relation et le parcours de cette femme qui va mourir en 2012 à Stockholm. Voilà, il faut lire ce livre qui est vrai. Enfants brûlés cherchent le feu. Le titre déjà, enfin je sais pas vous, mais moi ça m'a donné des frissons, ça donne froid dans le dos, et quand on découvre la réalité, qu'on voit sur la couverture cette image de la mère et de la fille très jeune, hein, Cordelia est petite sur cette photo, on se dit vraiment qu'il faut le lire. Même la préface est à lire, vous verrez. C'est une très belle préface dans le livre de Daniel Kellman. Je vous le recommande, les éditions Christian Bourgeois, éditeur. Il vient de sortir, Enfants brûlés cherchent le feu. Et n'hésitez pas à faire vos retours sur Radio JM, on aimerait savoir ce que vous en avez pensé. La trahison d'une mère, l'enfer des camps. Merci beaucoup Elsa Charbit. Et puis tout de suite, après une pause musicale, c'est le Flash Info de nos amis d'RCJ. Merci à vous deux. Merci. C'est lundi, c'est en direct, c'est la grande matinale Radio JM.
De retour dans la grande matinale de Radio JM tous les lundis de 10h à midi en compagnie d'Elsa Charbit qui reçoit ce matin le candidat à la mairie d'Épinay-Mirabeau, Grégory Boucher. Bonjour. Bonjour. Et Elsa, vous avez la parole. Merci beaucoup et je la prends avec plaisir, d'autant que c'est toujours agréable de pouvoir recevoir ici des politiques et de se parler franchement. Surtout que je sais que je suis un de vos premiers interviews politiques dans notre campagne, donc ça me fait plaisir. Grégory Boucher, je vais essayer d'être gentil avec vous quand même. J'espère. Que vous gardiez un bon souvenir de ce premier interview. Allez, plus sérieusement, le premier adjoint d'Épinay-Mirabeau, Jean-Marc Leonetti, a donc renoncé à prendre la tête de la liste pour les élections municipales et c'est donc vous qui êtes le nouveau candidat de ce qu'on appelle la majorité municipale pour ces élections 2026, qui était jusque-là porté par Michel Amiel, qui a décidé de ne pas se représenter, et votre groupe s'appelle Engagé pour vous et avec vous. Donc tout le monde peut participer à cet engagement. Exactement. Voilà donc aujourd'hui en pleine campagne, vous avez devant vous un peu moins de 6 mois pour mener 5 mois pour mener votre campagne, et vous allez bien sûr être, je présume, soutenu par Michel Amiel. On va parler de tout ça, mais avant, bien évidemment, quand on a un journal politique, l'actualité s'impose à nous. Nous venons d'apprendre il y a un peu plus d'une demi-heure que le Premier ministre, M. Lecornu, a donné sa démission au président de la République qui l'a accepté. Oui. Vous attendiez à ce genre de choses aussi rapides, qu'en pensez-vous ? Alors tout d'abord, juste une petite parenthèse, je vous remercie de m'inviter. Comme vous l'avez dit, c'est mon premier interview pour la campagne des municipales. Je remercie les radios parce qu'aujourd'hui on vit beaucoup sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une broyeuse, moi j'appelle ça une broyeuse d'idées. La radio permet de voir dans les échanges la sincérité et le ton que peut apporter chaque personne. Donc merci pour vous. L'actualité va très vite. Honnêtement, on s'attendait pas. Je ne m'attendais pas à la démission du Premier ministre hier soir, même si en voyant l'équipe qui avait été proposée et mise en place hier soir, c'était un copier-coller. On va être clair, aujourd'hui on est dans une impasse. Les partis politiques raisonnables sont complètement inexistants. On fait le jeu des extrêmes qui, pour moi, sont des partis que je ne peux pas accepter. On va employer un terme, mais je suis peut-être le point le plus éloigné de ces partis-là. Donc j'espère qu'on va sortir de cette impasse. Avec quelle solution ? Aujourd'hui, le recul ne me permet pas de vous le dire. Bien entendu, on entend parler de démission, de dissolution. C'est le président qui décidera. On va voir, on avait un nouveau gouvernement, en tout cas une partie hier soir, et puis ce matin, on n'a plus rien. Oui, exactement. Donc écoutez, on est prêt à tout entendre, donc nous verrons bien, mais c'est vrai que les choses, c'est une situation qui n'est pas simple, aussi pour votre campagne municipale, parce que, est-ce que vous constatez sur le terrain, dès maintenant, ce désamour pour la politique, pour les Français, et donc pour les habitants? Alors je dirais pas un désamour, je dirais un désengagement. Aujourd'hui, quand on peut parler avec la population, ils retranscrivent ce qu'ils voient à la télé ou sur les réseaux sociaux. Les politiciens sont là que pour la place, les politiciens sont là que pour briller. Dans nos campagnes, on va dire, et nos villages et notre commune, aujourd'hui, moi, le seul intérêt que j'ai, c'est d'être utile à mes administrés. C'est ce que je fais passer comme message avec mon équipe pour pouvoir répondre aux gens, répondre au quotidien, qui est pas facile aujourd'hui. Donc voilà, l'important pour nous, c'est de faire passer ce message et de leur dire que ce qui se passe au-dessus de nous, malheureusement, nous impacte. Et après, c'est de trouver ces personnes qui ont envie de s'engager. Parce que quand on voit tout ça, on peut comprendre que les gens nous disent, écoutez, laissez-vous vous débrouiller, mais nous, on ne viendra pas. Vous êtes un natif d'Épinay-Mirabeau, donc vous connaissez votre population, vous êtes conseiller municipal depuis 2008, donc vous connaissez la politique, et Michel Amiel, vous l'avez accompagné, travaillé à ses côtés, et donc vous serez certainement dans la continuité. Dans tout ce parcours, vous avez été délégué au commerce, l'économie, à l'emploi, au tourisme, au syndicat d'initiative, au contrôle de gestion. Vous êtes président du club de football local, de la jeunesse sportive. Vous étiez, excusez-moi, pendant 6 ans. Et aujourd'hui, vous animez, vous êtes directeur des centres aérés pour les accueils des mineurs dans les centres aérés. Là aussi, vous étiez. Je vais vous juste clarifier parce que c'est. Je suis pénois de naissance, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai jamais quitté la commune. J'ai travaillé, donc comme vous l'avez dit, dans les centres aérés, dans l'animation. J'étais engagé associativement puisque j'étais président du club de foot. Mais mon métier, c'est d'organiser des séjours de vacances pour tous les enfants du département des Bouches-du-Rhône, mais autres, également des comités d'entreprise. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai toujours été vers les autres, je me suis toujours rendu utile et mon engagement est la suite logique, ma volonté, si vous voulez, est la suite logique d'aider ma commune. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de personnalités qui méritaient tout autant que moi d'être tête de liste. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, on a tous
envie de rendre service à cette commune. C'est pour moi, je crois, aujourd'hui le moment, je suis prêt. Je suis aussi à un âge, 46 ans, je ne sais pas si je vous l'ai dit, un âge intergénérationnel où on a envie d'écouter la jeunesse, de proposer à la jeunesse un projet qui va les amener à revenir aussi dans l'engagement de la commune et aussi écouter les personnes un peu plus expérimentées pour continuer tout ce qu'on a mis en place. Alors, mais justement, tout ce que vous dites, Grégory Boucher, vous venez de dire que les gens ne croient plus en la politique, etc., mais vous êtes proche de votre territoire. Mais ce que vous entendez justement qu'il n'y a plus cette confiance, ça vous avez pas hésité à vous engager parce qu'on sait aujourd'hui, comme le fait d'être maire d'une commune, c'est lourd à porter. On voit ces maires qui ne veulent pas se représenter, on voit ces maires qui démissionnent. Ça vous fait pas peur? Je peux pas dire ça. Au contraire. Je vous l'ai dit dans mon parcours, j'ai toujours été vers l'humain, j'ai toujours été vers les autres, j'ai toujours voulu me rendre utile, que ça soit donc professionnellement et au niveau de ma commune. Vous l'avez dit, je suis engagé depuis tout petit. C'est autre chose d'être maire d'une ville. Hein. Oui, c'est autre chose, mais avec l'expérience aujourd'hui de 3 mandats... Vous êtes prêt? Je suis prêt. Vous êtes prêt. Honnêtement, ça ne me fait pas peur. Et comme vous dites, on discute souvent avec la population, avec les administrés. Ils ont une seule envie, c'est de préserver le cadre de vie dans lequel on vit. Ils vous demandent quand même votre positionnement politique, parce qu'on a bien compris, vous n'avez rien à dire aux extrêmes, ni à gauche, ni à droite. Alors, ce parti du bon sens, vous le présentez comment? On sait que Michel Amiel est un homme de gauche, qui est un ancien parti socialiste, ensuite il en est sorti. Vous vous positionnez comme lui, social-démocrate? Oui. Je n'ai pas aujourd'hui ma volonté dans l'équipe que je suis en train de constituer et qui va bientôt être présentée au Pénois. J'ai des gens de gauche, des gens de droite. Je n'ai pas des gens d'extrême. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis le milieu, le point le plus éloigné de ces partis-là qui donc ne bien au centre. Pas. Bien au centre, mais avec cette tendance plutôt. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on en a parlé. Aimer l'humain, c'est ni de droite ni de gauche. C'est le parti du bon sens. Donc, on prend des gens de droite, on prend des gens de gauche et on va proposer un projet pour la commune. Qui colle à la commune, qui correspond à ce que la commune. Puisque je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, je corresponds à la commune, je suis un enfant du pays. C'est des phrases toutes bateau, mais c'est vrai. J'ai jamais quitté ma commune et même, allez, une petite dose d'humour, ma femme me le reproche de temps en temps parce qu'elle est du Var. Et le Var est très joli aussi. Mais je veux pas la quitter, je veux surtout la préserver et encore continuer pendant le mandat qui va arriver à aider les Pénois à garder ce cadre de vie. C'est une jolie commune où il y a un moulin à vent, il y a 2 châteaux, donc il y a plein de choses à y faire évidemment. De quelle place vous rêvez pour les Pays de Mirabeau au centre de cette métropole qui est portée aujourd'hui par Martine Vassal? Est-ce que vous trouvez qu'elle joue bien son rôle, je parle de la métropole, pour les Pays de Mirabeau, et qu'est-ce que vous en attendez demain, puisque vous serez aussi, si vous êtes élu maire, vous serez aussi présent et élu à la métropole? Je dirais que la ville doit prendre la place qu'on lui donne. Aujourd'hui, on est la 11e commune des Bouches-du-Rhône, mais on a quand même une situation géographique stratégique au milieu du département. On va en parler, bien sûr. L'aéroport, le futur pôle d'échange multimodal, qui va amener du logement, mais aussi beaucoup de trafic et qui va permettre un développement encore, j'espère, une ouverture des Pays de Mirabeau. Donc c'est jouer la carte des Pays de Mirabeau, bien entendu. Mais moi j'ai toujours dit, je suis là aussi dans la lignée de Michel Amiel, je n'ai rien à cacher. La métropole doit être une métropole de projet, et notamment de transport. Moi, quand je vais à Paris, quand je vais à Lyon, quand je vais à Bordeaux, le tissage au niveau transport métropolitain est beaucoup plus organisé et je dirais cohérent avec ce qu'aujourd'hui on nous propose. Je vais vous dire tout simplement, on est à la limite des quartiers nord de Marseille. Oui. Aujourd'hui, pour arriver au centre-ville de Marseille, il faut qu'on change 3 fois de bus. Et on n'a pas de métro. Je défends les Pays de Mirabeau, le quartier de la Gavotte qui est à côté. Mais pas que. Oui, il faut désenclaver en fait cette partie-là de la métropole et il y a encore du travail. Travailler toujours en cohérence, toujours. Donc sur la mobilité. Sur la mobilité. Le logement, c'est beaucoup plus l'État et la commune qui va gérer ça. Donc moi, c'est surtout la mobilité qui m'intéresse. Et toutes les mobilités. Oui. La mobilité douce comme la mobilité. Toutes, bien sûr. Éviter bien entendu la voiture, mais aujourd'hui, on est des Vous générations. Vous êtes un peu obligé en plus. On est surtout obligé, je viens de vous le dire, pour aller à Marseille, bien évidemment, c'est très compliqué. Bien évidemment. Voilà. Et puis toujours, c'est tout. En plus que vous avez autour de vous aussi une Après, zone quand même commerciale et industrielle, donc toujours l'histoire du dernier kilomètre qui est toujours très compliquée dans ces zones-là. Et ça, c'est important. Donc il faut que la métropole, en fait, vous permette de vous désenclaver et de faire partie de tout un tissu. Ça va dans le bon sens. Le pôle d'échange. Ça a avancé quand même. Bien, ça a avancé. Et le pôle d'échange multimodal va permettre, puisqu'on aura l'arrivée du Zénibus qui va relier l'aéroport à plan de campagne en 30 minutes.
Le doublement de la voie ferrée ex-Marseille pour les étudiants, ça sera très attendu et très important, avec tout un écosystème autour de commerce supplémentaire. Alors bien entendu, on va me dire que le plan de campagne est déjà saturé, mais non. Le commerce amène le commerce, plus du logement qui va permettre, encore une fois, de développer et, comme vous dites, de désenclaver la commune, même si, encore une fois, ça avance. Puisqu'on parle des transports, un mot quand même sur l'aéroport, puisque vous êtes juste à 10 km de Marseille-Provence, et donc forcément des nuisances dont se peinent quand même les habitants de votre commune. Oui. Aujourd'hui, interdire l'aéroport. Non, on va pas faire ça. On n'est pas dans les extrêmes, encore une fois, et je ne le serai jamais. Moi, je veux toujours travailler en discussion, en partenariat. Aujourd'hui, il y a des discussions avec l'aéroport. On a un collectif qui s'appelle le collectif Mistral, qui regroupe beaucoup d'associations de communes qui sont impactées par les nuisances de l'aéroport. On les soutient. Je rencontrais l'ancien président. Ça avance? Parce qu'avec tous les travaux qu'il y a eu à l'aéroport, c'était le moment de changer un peu les choses. Ça avance doucement. Ouais. Voilà, il ne faut pas non plus être pressé parce qu'on a quand même une économie importante grâce à l'aéroport. Il ne faut pas toujours dénigrer ce qui se fait. Il y a des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, soutenir l'idée d'un couvre-feu nocturne, pour moi, c'est la première étape. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus... Mais il n'y a pas énormément de vols à partir de 11h, 22h, 23h30 jusqu'à 5h du matin. C'est quand même relativement calme. Non, parce que vous dormez, tant mieux. Il y a le fret. Ah oui, je n'ai pas pensé et au fret. Et le fret sont les avions qui font le plus de bruit. Oui, parce que et généralement, quand on dort bien, généralement la journée on est un peu plus. D'accord. Et le fret c'est toute la nuit. Le fret c'est toute la nuit. Après c'est toute la journée, mais la nuit c'est que le fret. C'est trouver un couvre-feu de minuit à 5h du matin déjà, ce serait pas mal. Minuit à 6h. Parce qu'il y avait quand même 20 000 habitants sur votre. 22 000, oui. Donc il faut quand même que tout le monde puisse vivre en bonne intelligence. C'est ce qui se passe à Nice. Ce qu'a réussi à faire l'agglomération de Nice, ce qui fonctionne, à nous de travailler. Il faut dire que l'aéroport est collé à la ville, à Nice. Ah ouais, mais nous, il est collé à nous. Il est collé au Pen Là, il est vraiment, mais... Oui, bien sûr. C'est un aéroport de ville, je me suis toujours demandé d'ailleurs comment c'était possible, pareil. Bon, après, c'est pas le même trafic aérien non plus. Nice, c'est un vrai aéroport international. Voilà. On n'y est pas tout à fait encore. Mais en termes de fret, je pense qu'on est beaucoup moins. En fret, on est plus important. Et même en termes de vols, même internationaux, on est quand même un des grands aéroports. On est très loin de Nice quand même. Paris, on est très loin de Nice quand même. Je voulais aussi qu'on s'arrête sur un vrai sujet, parce qu'on parle beaucoup de nos communes endettées, puisqu'en moyenne, une commune de la grandeur des Pennes-Mirabeau est endettée de 900 € par habitant. Oui. Vous êtes bien loin de ce chiffre, puisque je crois qu'on a 313 € par habitant. Comment vous faites? Comment vous avez fait? Quel travail qui a été fait pour avoir un endettement si faible? Alors, pour vous répondre, c'est pareil, c'est une volonté municipale. Aujourd'hui, Michel Amiel est maire depuis 25 ans. Alors aujourd'hui, je peux bien vous en parler, puisque je suis adjoint aux finances. Ben, je sais, je m'adresse, vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Et c'est une volonté. C'est une volonté de ne pas endetter les générations futures, parce que le dette, c'est ce qu'on laisse à nos enfants. Et grâce à une gestion en bon père de famille, mais surtout une gestion cohérente des finances de la ville, on a réussi à tenir ce taux d'endettement très bas. Donc c'est possible. Et qui nous permet, bien sûr que c'est possible. Il faudrait peut-être donner quelques leçons aux grandes villes. Je suis ouvert à toute discussion. Vous savez, je peux aider les collègues des grandes villes qui ont besoin de réduire leurs dettes. Après, je pense qu'ils ont d'autres problèmes que ça. Certes, mais c'est quand même un bel exemple, quelque chose à mettre en avant. Pour terminer, est-ce que le maître mot de votre campagne pour ces municipales, Grégory Boucher, ce serait garder une belle qualité de vie comme vous l'avez au Pennes-Mirabeau? Je l'ai dit dans mon premier article de la presse, je suis le candidat qui va préserver la qualité de vie de ma commune. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Laura, mais ça donne presque envie d'aller habiter au Pennes-Mirabeau. Mais complètement. Mais vous êtes bienvenue. Pourquoi pas? C'est juste les bouchons le matin, moi, qui m'embêterait pour venir à Marseille. Bon, juste... Alors, les bouchons, vous savez, on en parlait, mais c'est tout. Pour moi, l'accès au transport en commun qui va permettre de désengager. C'est le vrai projet à porter pour la métropole. Pour moi, il n'y a que ça. Encore une fois, vous allez à Paris, vous allez à Lyon. Alors, il y a des bouchons, parce qu'aujourd'hui, toutes les entrées de ville sont compliquées. Des grandes villes, je veux dire, c'est l'entrée, c'est le sens vers Marseille qui est toujours très embouteillé. Dans l'autre sens, ça fonctionne à peu près. Mais une fois que vous êtes là-bas, une fois que vous êtes là-bas, vous êtes heureux. Alors, ça dure 1 heure le matin, 1 heure le soir. Après, toute la journée, après, tout va bien. Pour terminer, on a pas mal de communes autour de Marseille comme ça qui sont intéressantes, qui donnent cette qualité de vie. Je pense à Allo, je pense à Plan-de-Cuc. Est-ce que vous aussi, vous vous reconnaissez avec ces villes-là? Est-ce que vous pourriez presque créer un petit groupe de ces communes où il fait bon vivre sur notre métropole et où, quand même, les choses sont plus simples? J'espère. C'est difficile. Chacun a ses intérêts, chacun défend son territoire. Mais aujourd'hui, on a une métropole qui est mise en place, qui petit à petit, parce que c'est vrai qu'au début, ça a été très compliqué, l'accouchement a été très difficile, parce que on s'en souvient. Si vous vous souvenez, il y avait 109 maires contre sur les 119. Je crois que tout le monde est en train de revenir là-dessus,
parce que le travail de Martine Vassal, mais j'espère des futurs prochains présidents, qui est de la continuité ou pas, ça je sais pas, je pourrais pas vous le dire, continue dans ce sens où on travaille avec les communes. Parce que je crois que malgré tout, le premier échelon de proximité est celui qui connaît, ou celle qui connaît le mieux son territoire, c'est le maire. Absolument. Voilà. Et je vais juste mettre un petit côté politique dans cette interview par rapport à la circulation. Je vais proposer un projet de circulation pour essayer, parce qu'on n'est pas le Saint-Père, essayer de désengorger ces moments où on a beaucoup de circulation. Et ben voilà une bonne proposition qu'on attend avec impatience. Merci beaucoup Grégory Boucher. Merci. Je rappelle donc que vous êtes candidat aux élections municipales des Pennes-Mirabeau. Merci beaucoup Elsa, merci beaucoup Grégory Boucher. Votre interview sera retrouvée tout à l'heure à 13h dans l'invité politique de la semaine. Une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 6 octobre et voici les titres de votre édition. Hier en fin de journée à Aix-en-Provence, les associations communautaires ont convié les Aixois à une grande marche contre l'oubli en mémoire des 1250 victimes du 7 octobre et des 48 otages encore retenus à Gaza. Sabrina Aouizerat, cofondatrice du collectif du 7 octobre, l'une des organisatrices, s'est confiée à Magali Barthès. Le mot d'ordre qu'on avait donné, c'était une commémoration, un recueillement. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a eu, avec déjà un mouvement d'union avec l'ensemble des associations qui ont répondu présentes, que ce soit la SIAP, le CRIF, le collectif du 7 octobre qui a porté la manifestation, Nous Vivrons, DDF, la Viso, la Maison Lunel, qui rassemblait des valeurs du judaïsme et des valeurs républicaines, avec des symboles forts, avec les éclaireurs israélites de France qui étaient avec nous pour lire le nom des personnes françaises qui sont tombées le 7 octobre, avec notre rabbin qui a chanté la Marseillaise, avec la jeunesse qui était présente avec nous. Donc un grand moment pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre et pour continuer à demander inlassablement la libération des 48 otages toujours à Gaza. Et on espère très très fort que ce soit le dernier rassemblement. Samedi dernier, un jeune olivier a été planté à proximité de la synagogue d'Aubagne pour la mémoire d'Ilan Halimi, tué en 2006 par le gang des barbares. Une tablette de céramique réalisée par l'association des céramistes et centonniers d'Aubagne rend hommage au jeune homme, mais aussi à toutes les victimes de l'antisémitisme et de l'intolérance. Vendredi dernier, c'était le conseil municipal. Parmi les sujets abordés, le surcoût de la marina olympique. Joël Canicave, conseiller des 6e et 8e arrondissements de Marseille, alerte sur le montant de la facture à régler. Des propos recueillis par Rachel Castan. Les travaux avaient été initialement prévus à 40 millions d'euros hors taxes. Ils atterrissent aujourd'hui à 45 millions d'euros hors taxes. Donc ça fait un delta de 5 millions d'euros qui est dû pour moitié en gros par l'inflation, le prix des matériaux, etc. Et l'autre moitié, une commande faite par les organisateurs des JO d'aller un petit peu plus loin que le cahier des charges initial. À ces 5 millions d'euros supplémentaires s'ajoutent 3 millions d'euros qui étaient prévus par la région au titre du FEDER, qui, par un coup de, on ne sait pas comment d'ailleurs, ont disparu. C'est-à-dire la région nous a dit c'est pas possible avec le FEDER, alors qu'il s'était engagé avec les partenaires financiers à dire ça y existera. On s'est retourné vers eux, on a dit donc la région va financer. Ils nous ont dit non. Donc il manque 3 millions d'euros. Donc ça fait 5 et 3, 8. Il y a 8 millions d'euros effectivement à trouver. L'État a déjà abondé en plus de 2 millions d'euros. Et donc il resterait 6 millions d'euros supplémentaires à régler. Vous avez peut-être déjà reçu un message d'un livreur qui demande si vous êtes chez vous, puis vous incite à cliquer sur un lien. Ceci est une des nombreuses arnaques bancaires qui se sont répandues et ont pris de l'ampleur partout en France depuis cet été. Pour lutter contre ce phénomène, Grégory Pétry, chef adjoint de la division de la criminalité territoriale, insiste sur l'importance de ne jamais y répondre et vous explique plus en détail cette menace au micro de Rachel Castan. La nouvelle méthode des mises en cause consiste donc à utiliser le mode opératoire dit du faux coursier. Donc la victime est contactée par un faux conseiller bancaire qui lui explique qu'il y a des mouvements frauduleux sur son compte bancaire. Et à l'issue, il y a un faux coursier qui récupère sa carte bleue avec ses codes du fait de la mise en confiance établie au préalable et qui, avec ces éléments-là, bien sûr, va faire
des mouvements là véritablement frauduleux avec la carte bancaire de la victime. Ce sont des victimes qui sont soit en état de vulnérabilité, soit qui ne connaissent pas beaucoup les moyens de télécommunication. 1600 coureurs étaient réunis hier pour la 4e édition de Marseille en Rose au profit de la prévention et de la recherche médicale contre le cancer du sein au parc de la Maison Blanche. L'occasion de récolter des fonds pour la recherche médicale contre le cancer du sein, notamment pour l'Institut Paoli Calmette. En football, l'OM enchaîne les succès avec une 4e victoire consécutive contre Metz, 3-0 en match extérieur. La météo aujourd'hui est de 17 degrés ce matin et jusqu'à 21 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Comme tous les jours dans ce journal, à défaut de citer leur nom, nous donnerons le nombre d'otages encore retenus par les terroristes du Hamas. Ils sont au nombre de 48, 20 otages seraient encore en vie, 28 sont déclarés ou présumés morts. Tout de suite, c'est le retour de la matinale sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin. « 90.5 Radio JM, la grande matinale. Nous sommes de retour dans la grande matinale de Radio JM avec notre invité politique Philippe Corsia. Bonjour. Bonjour. Noah envoie le jingle et on se retrouve juste après. C'est l'heure de l'invité économique avec Laura Sahin. Philippe Corsia, bonjour. Vous êtes président de l'UPE 13, l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'UPE, expliquez-nous l'intérêt pour les entreprises d'adhérer à votre organisme. L'UPE 13, c'est un syndicat patronal qui défend les entreprises et les entrepreneurs. Nous sommes les représentants du MEDEF. Nous avons 14 000 entreprises adhérentes dans les Bouches-du-Rhône, où travaillent près de 450 000 collaborateurs. Donc c'est une vraie force pour faire avancer les idées des entreprises, des entrepreneurs. Et donc nous sommes au quotidien au contact des politiques, puisque nous sommes que force de proposition et ils sont force de décision. Et nous essayons de faire aimer les entreprises et les entrepreneurs à tous ces hommes politiques qui ont besoin de bien comprendre l'économie. Alors justement, la situation politique de notre pays ce matin n'est pas facile à comprendre, puisqu'on le rappelle, Sébastien Lecornu a donné sa démission, Emmanuel Macron l'a accepté alors que le gouvernement a été nommé hier soir. Vous, justement, en tant que président de l'UPE 13, j'aimerais votre réaction sur cette instabilité politique permanente depuis de nombreux mois maintenant. Comment les entreprises peuvent réagir et doivent réagir face à ce contexte? C'est effroyable ce qui se passe. On n'a aucun gouvernement, on n'a aucune visibilité. Les entreprises ont peur d'investir, ont peur de se projeter. Donc, et là, ce qui s'est passé hier soir à 20h, on nous communique la liste des ministres et à 9h, on nous annule tout. Donc, si vous voulez, on est complètement perdu, mais ce qui nous inquiète encore plus, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'il va y avoir une dissolution et on repart sur une campagne électorale qui bloque encore plus l'économie? Est-ce qu'on repart sur un gouvernement qui est plutôt de sensibilité contre les entreprises? Et donc ça aussi, ça peut nous révolter parce que nous sommes pour la politique de l'offre, nous sommes pour la politique de l'investissement. Certains sont plus sur des dogmes très mauvais pour nous entreprises et entrepreneurs. Donc nous sommes dans l'attente et c'est pour ça que je me dis que le forum que nous sommes en train d'organiser pour le 15 octobre au stade Vélodrome va être essentiel pour mobiliser toutes ces personnalités. Mais l'attente est longue en fait, c'est ça qui est difficile. C'est très compliqué. Pour les entreprises de notre territoire, j'imagine, puisque vous êtes en charge de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Ouais. Tout le monde nous le dit. Tous les gens qui passent à ce micro nous disent finalement, on ne sait pas ce qui va se passer demain, on a peur. On a peur pour les générations qui vont suivre aussi, parce que les investissements d'aujourd'hui, c'est pour servir le monde de demain. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans un monde... On le voit, les réseaux sociaux, les nouvelles qui tombent, comme vous dites, à 20h, le lendemain à 9h, c'est terminé. On est finalement dans une fast society. Ça va tout va toujours très vite. C'est vrai ce que vous dites, mais nous sommes en faillite. Ouais. Il faut le dire. Il faut l'affirmer. Il faut l'affirmer. La France est en faillite. Très peu de gens veulent prendre le gouvernement en charge parce que c'est très compliqué et tous vos auditeurs
qui sont entrepreneurs et qui ont des entreprises le savent. C'est très compliqué de gérer une entreprise en faillite, c'est-à-dire gérer la pénurie. C'est pas possible. Donc toutes les secondes, hein, on parle depuis maintenant peut-être 2-3 minutes, toutes les secondes, la France perd 5 000 €. Toutes les secondes. Donc il va falloir faire des réformes structurelles. C'est plus une conjoncture, c'est de la structure qu'il faut changer. Et donc pour ça, il faut essayer de changer le coût du travail, il faut essayer de changer la façon d'imposer les personnalités, enfin les personnalités non, les familles. Je vous rappelle qu'il y a plus de 1 Français sur 2 qui ne paye pas l'impôt. Donc ça aussi c'est un problème. Et la solution, c'est ne pas forcément de demander plus à ceux qui peuvent, parce que ceux qui peuvent sont en train de tirer l'économie, ou ce qu'il en reste, en faisant travailler des salariés, en créant cette richesse et cette valeur nécessaire, et en particulier sur notre territoire. Alors on va parler de l'événement majeur que vous organisez, vous l'avez dit, le 15 octobre prochain, la 25e édition du Forum des entrepreneurs à l'Orange Vélodrome, avec pour invité d'honneur François Hollande. En quoi va consister concrètement cet événement que vous dites majeur ? Alors effectivement, l'invité d'honneur François Hollande, est-ce qu'il va maintenir sa présence avec tous ces événements ? Je l'espère, parce que je veux un vrai débat, je veux expliquer au président quelles sont les attentes des entreprises entrepreneurs, qu'il ne faut surtout pas partir sur des dogmes extrémistes comme peuvent le faire l'extrême gauche, surtout pas. Donc nous sommes en train de finaliser ce forum. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le forum sera consacré à la jeunesse. Nous aurons des invités inspirants, nous essaierons de faire aimer l'entreprise et devenir entrepreneur à toute cette jeunesse. Donc c'est pour ça que nous sommes très confiants, nous avons déjà plus de 3000 inscrits et nous allons continuer à œuvrer pour que ce rendez-vous, maintenant comme vous le dites depuis 25 ans, soit une vraie réussite. Alors pourquoi la jeunesse finalement, et j'ai envie de vous dire, François Hollande, ancien président qui a quand même un âge qui est pas tout jeune, pourquoi finalement, est-ce que vous misez sur l'expérience de l'ancien président et le fait qu'il soit revenu aussi aux fonctions politiques récemment, c'est important, pour finalement conseiller les entrepreneurs de demain? Vous savez, tous les jeunes qui se lancent, et on le voit nous dans nos affaires, doivent être accompagnés. On ne peut pas les jeter comme ça dans le monde économique sans les accompagner. Une entreprise, c'est un socle. Il faut d'abord créer, il faut d'abord avoir une dimension financière, il faut avoir certes une idée, mais il faut monter petit à petit. Et les jeunes actuellement sont très difficiles, ils veulent tout de suite. Oui. Et nous... Du résultat tout de suite. Tout de suite. Nous, les anciens, on construit pas à pas. Et c'est ça la force de notre territoire. Et donc moi je veux essayer de faire donner envie à ces jeunes de créer leur entreprise, mais de les monter comme à l'ancienne, comme on gérait en bon père de famille. On veut pas tout de suite, on construit, on fait une entreprise avec la volonté de créer de la valeur, de la richesse, mais pas forcément la distribuer tout de suite. Il faut au contraire continuer à investir. Et c'est ça le bon sens. Je pense que, et c'est mon rôle aussi en tant que président de syndicat, c'est de créer ces passerelles entre les chefs d'entreprise expérimentés et les jeunes. Et c'est ce que je fais au quotidien. Et c'est ce que je pense font aussi tous vos auditeurs qui ont envie de céder leur entreprise. Et c'est aussi la transmission. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de transmettre. Donc ça peut être transmettre à ses enfants, transmettre à ses collaborateurs, mais en tout cas c'est la transmission. Et moi dans ce forum, c'est ce que je vais faire au quotidien pendant cette journée du 15 octobre, mettre en relation les jeunes avec des chefs d'entreprise chevronnés et leur apprendre, peut-être les éduquer un peu plus pour pouvoir continuer à exister dans 5 ans, 6 ans. Parce que je vous rappelle que plus de 30% des entreprises créées aujourd'hui disparaissent dans les moins de 3 ans. Donc c'est ça qu'il faut arrêter. Alors vous disiez justement que l'UPE a une vocation aussi à être en contact avec les politiques locaux. Est-ce qu'il va y avoir justement des futurs candidats à la mairie de Marseille? Est-ce qu'il va y avoir tous les partis potentiellement représentés dans votre événement? Comment finalement, quel rapport vous avez, vous qui tenez justement à inviter un ancien président de la République dans cet événement majeur? Comment vous arrivez à créer ces ponts entre finalement les entreprises du territoire et les politiques qui sont à la tête de la région, de la métropole, de la mairie de Marseille? Nous invitons tous les partis politiques, à l'exception d'LFI. Je ne veux pas avoir une relation avec eux parce que leur programme économique est tellement dogmatique et tellement contre-productif pour les entreprises que ça sert à rien même d'essayer de les convaincre, parce que
quand vous êtes dogme, quand vous avez un dogme comme ça, c'est pas la peine d'essayer. Donc tous les partis seront présentés. Évidemment, il y aura ceux qui sont les référents économiques. Je pense à Renaud Muselier, je pense à Martine Vassal, je pense aussi à Isabelle Savon sur Euromed. J'ai invité aussi la mairie de Marseille, la mairie d'Aix-en-Provence. Jean-Luc Chauvin de la Chambre de commerce. Jean-Luc Chauvin de la Chambre de commerce sera présent. Tous. On sera tous là, c'est le monde économique, c'est nécessaire d'être tous là pour pouvoir montrer notre volonté de continuer à œuvrer dans ce territoire. Il y aura des débats très inspirants, il y aura aussi le président du Cercle des économistes qui a été là pour nous éclairer. On aura des économistes comme Nicolas Bouzou qui sera présent pour donner sa vision du monde économique et de venir. Juste pour vous donner quand même quelques chiffres, le forum c'est 3500 participants, c'est plus de 70 partenaires, c'est plus de 3 millions de vues sur les réseaux, donc on a une vraie force de frappe, on va essayer de la faire fructifier dans l'intérêt de nos entreprises. Alors vous auriez dû rendre votre tablier le mois dernier, mais finalement votre mandat a été repoussé jusqu'en mars. Quelles en sont les raisons, Philippe Corsia? Alors en fait on s'est mis aux normes au niveau des statuts, au niveau du MEDEF national, puisque à l'UPE 13 on pouvait être président une fois tous les 5 ans non renouvelables, et tandis que là maintenant on peut le faire deux fois 3 ans. Donc j'accompagne cette réforme et puis surtout je voulais faire de lance de la campagne électorale parce que j'ai un recul maintenant depuis 6 ans en tant que président de l'UPE 13. Donc je veux être à la manœuvre pour ces élections électorales municipales parce que je veux que les idées du monde économique et des entrepreneurs et de l'ensemble des commerçants de notre territoire soient entendues. Il y a des choses inadmissibles qui se passent et on va essayer de les combattre. Il est encore possible de s'inscrire pour l'événement du 15 ou tout est complet? Non, vous pouvez encore vous inscrire sur la journée du 15. Le 14, effectivement, 14 au soir, tout est complet, mais le 15, vous pouvez encore vous inscrire. Et je demande vraiment aux jeunes de venir, à tous les chefs d'entreprise, à tous les commerçants aussi. Et à 13h, on fera un grand rassemblement au Stade Vélodrome, dans le Stade Vélodrome, avec toutes les entreprises, pour montrer la volonté de la volonté de l'UPE 13 de peser sur les choix qui arrivent. La 25e édition du Forum des entrepreneurs à l'Orange Vélodrome, c'est le 15 octobre prochain. Merci beaucoup Philippe Corsia, président de l'UPE 13, d'avoir été avec nous dans les studios de Radio JM. Une petite pause musicale et puis on enchaîne avec notre dernière invitée culturelle juste après ça. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. C'est le retour de la grande matinale pour la dernière partie culturelle et j'ai le plaisir de recevoir ce matin pour parler culture d'Yvan Tettelbaum. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous dans les studios de Radio JM en direct pour venir nous parler de ce livre Une inquiétude juive aux éditions Le Lys Bleu, un essai très personnel. Déjà, première question, et c'est souvent une question que je demande aux auteurs que je reçois dans cette émission, pourquoi finalement avoir pris la plume pour écrire cette inquiétude juive? Alors j'avais été invité à Antibes Jean Lépin à créer une conférence autour de l'inquiétude juive. Donc j'ai remisé cette appellation dans un livre. La conférence a été comme elle a été, c'est-à-dire un petit peu, voilà, c'était ma première conférence sur un sujet si important. Donc j'ai pas tout dit, bien sûr. Et donc, ces absences-là, je les ai remplacées par un rapport au livre. Et donc, j'ai décidé d'écrire un livre sur ce que je ressentais. Et grâce à cette conférence, j'ai revu dans ma vie tout ce que j'avais, je peux pas dire subi, mais quand même, ça a un rapport à ça. Est-ce que ce qui s'était passé dans ma vie... Parfois des petites choses. Des petites choses, des petites réflexions, des animosités diffuses, voilà. Et j'ai tout rassemblé dans un livre pour déjà créer un autre présent qui venait forcément de ce que j'avais... vécu dans ma vie. Dans votre vie qui a commencé même très tôt, puisque cet antisémitisme que vous relatez, finalement, vous y avez été confronté assez jeune, très
très oui, vite. assez jeune. En fait, je vivais en Algérie, dans un village mythique qui s'appelle Port-Guédon, en Kabylie. Oui. Ça allait plutôt pas mal, parce qu'on était quand même assez acceptés. Et on faisait partie de ce monde kabyle. C'est pas comme les Arabes. Les Kabyles sont quand même, ont une mentalité différenciée, parce que bon, ils sont plus ouverts. C'est ce que je pense. Oui. Voilà. Mais au moment de prendre le bateau du départ, oui, pour l'Algérie, pour la France, pardon, les enfants ont commencé à me dire sale juif. C'est la première fois que j'entendais ça. Des jeunes... Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans, oui. Et ils avaient 7 ans, 8 ans. Bon, ça venait forcément des parents. Il y avait l'époque du canal de Suez avec Nasser, etc. et tout. Donc c'est un premier... voilà, c'était quelque chose de sismique en moi. Et puis, on rappelle quand même que les Juifs en Algérie étaient là bien avant l'arrivée des Français. Voilà. C'est un peuple finalement qui a cohabité avec la population musulmane. Moi, bien avant 1830. C'est ça, ma famille. Donc, ma mère s'appelait à l'origine Ben Saïd, de son nom de famille. Et donc, forcément, c'est autochtone, hein, ça, c'était bien avant l'arrivée des Français. Et mes grands-parents venaient de Pologne, Biélorussie, et ils cherchaient un rabbin dans ce village. Et donc, mon grand-père a eu cet écho. Et il y avait une communauté juive assez conséquente. Hein, et donc, ils ont fait appel à lui. Donc ils sont arrivés, il n'y avait pas les téléphones comme aujourd'hui, il y avait les moyens modernes. Bon, ils sont arrivés et la légende me rappelle un historique peut-être que c'est vrai, mais je pense que c'est vrai. Mon grand-père a emmené ma grand-mère d'Ukraine, qui s'appelait Aya Malka, Saiger Aya Malka, qui était yiddish, et finalement ils se sont mariés à Marseille, justement, et puis ils sont arrivés dans ce village où il a officié comme rabbin de cette communauté. Donc tout est parti effectivement de ce sale juif à l'âge de 15 ans au départ d'Algérie pour la France, et on le voit dans le livre, l'ouvrage finalement alterne entre votre expérience, vos récits personnels et une réflexion plus générale sur l'antisémitisme. Exactement, voilà, je remonte l'histoire et puis en fait je cherche à comprendre d'où vient cet antisémitisme, et c'est un ensemble de questions qui se perpétue à l'infini, et il y a des accélérations de l'histoire, comme ce qu'on a vu dernièrement le 7 octobre. J'avais écrit ce livre avant, donc heureusement, parce que j'avais un regard. C'est bien avant le 7 octobre. Oui, c'est ça, avant le 7 octobre. Qu'est-ce que ça aurait été si vous aviez pris maintenant ? Voilà, parce que d'un seul coup, déjà ça a commencé, mais ma conscience juive a été vraiment puissante, pas forte, mais puissante. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que je sache pourquoi. Et alors, j'ai eu des micro-trottoirs avec des juifs croyants, religieux, donc, des gens qui n'étaient pas juifs et tout ça et tout. Et je me suis dit, finalement, ce livre, il marche énormément dans les salons du livre. Et il y a autant de non-juifs qui l'achètent que les juifs eux-mêmes. Et c'est ça qui est curieux. Et en fait, je me pose en interface. C'est-à-dire qu'en fait, je me pose en interface de dialogue. Et les gens ont besoin d'en parler. D'en parler, c'est ça. Alors, encore plus depuis le 7 octobre. Voilà. Là, hier, j'étais à Montsartou dans un salon du livre. Oui. Et quantité de gens et tout. Et même, il y a une certaine forme d'admiration chez des gens qui ne sont pas juifs, et c'est fou, parce que les familles, parfois, sont bouleversées. Là, je rencontrais une famille musulmane dont la fille a décidé d'embrasser la religion juive. Et il y a des choses qui se passent comme ça. C'est incroyable. Et ils ont besoin de m'en parler. Alors, et c'est ça que je fais œuvre utile, en fait. Vous posez la question dans le livre, quand on est juif, doit-on avoir peur ? C'est ça. C'est assez terrible de se poser cette question en 2025 quand même, Yvan Telboom. Oui, et elle est encore plus cruciale, cette question. Parce que, en fait, le but de ma conférence, c'était, doit-on être inquiet ou juste avoir, ou être inconscient, c'est plus grave, ou alors avoir peur. Et ça alterne entre les gens qui viennent des pays d'Algérie, Tunisie, Maroc, qui sont juste inquiets,
parce qu'ils n'ont pas vécu la Shoah. Ça a commencé à peine. Il y a eu quand même des camps d'enfermement en Algérie, ça a commencé. Et les gens qui viennent de l'Europe de qui de eux ont été, qui ont été marqués, tout ça et tout. traumatisés. Et si les enfants ne l'ont pas été, il y a quand même un héritage. Et donc ça se transmet. C'est une mémoire qui s'est racontée ou alors qui est passée dans le dans la famille, mais qui n'était pas distingué, distinctif. Vous parlez d'une inquiétude juive, mais finalement, moi, ce qui me vient, c'est est-ce que ce livre n'est pas concernant pour toutes les communautés? Finalement, ce que vous déclinez pour la religion juive ou pour la judéité des uns et des autres peut se décliner pour la religion musulmane, pour le racisme ordinaire. Voilà. Est-ce que c'est un appel au dialogue? Oui, c'est un appel au dialogue, mais il faut savoir que les Juifs ont été persécutés et ils ont été aussi dans des camps d'extermination. C'est tout quand on est juif. Oui, c'est une histoire qui est portée par les Juifs eux-mêmes. Alors évidemment, à partir de là, toute forme de racisme sont livrées à ce débat, évidemment. Mais la religion juive est quand même plus est mise au centre finalement de ce récit. Oui. Est-ce que selon vous, qui donnez des conférences, qui avez écrit ce livre, qui êtes au contact finalement des lecteurs, qui parfois vous révèlent leur inquiétude juive aussi, est-ce que selon vous, les leçons d'histoire, et notamment de la Shoah, on en parlait à l'instant, est-ce qu'elles sont suffisamment présentes pour prévenir, pour éduquer, pour alerter? Est-ce que selon vous, il n'y a pas une lacune quelque part au niveau de notre éducation? Par l'enseignement. Et maintenant, les professeurs ont peur d'avancer dans ce débat parce qu'il y a une communauté maghrébine qui est très conséquente, qui se répand. C'est bien, c'est pas bien. Je ne veux pas me situer dans je garde la réponse pour moi. Mais chacun devrait se poser la question. Et donc, les professeurs sont en danger quand on a vu avec Samuel Paty pour la liberté, justement, il y a une pièce qui est jouée à Paris, Le Professeur, que je vais aller voir la semaine prochaine. Donc, c'est difficile. C'est une question qui doit être posée finalement au sein du ministère de l'Éducation. Voilà, exactement. Mais c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux parce que il y va de la vie de ceux qui enseignent raisonnablement l'histoire de la Shoah. Mais finalement, il y a un impact parce que si effectivement cette histoire n'est pas enseignée, on n'a pas conscience de l'impact de l'antisémitisme. C'est ça, exactement. Et voilà, ce sont des bombes à retardement. Quel est l'effet escompté sur ce livre? C'est-à-dire quand on lit, est-ce que vous avez envie que les lecteurs finalement se disent effectivement c'est un phénomène qui est là, il faut en prendre conscience, il faut lutter? Oui, parce qu'il faut en prendre conscience. C'est presque un livre militant. Oui, c'est le monde qui est en danger. Dès qu'on touche à un juif, voilà. Il faut savoir que derrière, on va s'attaquer à d'autres gens. Voilà, exactement. C'est la société qui va pas bien. D'ailleurs, on le voit dès qu'il y a un problème économique, c'est toujours les juifs qui sont responsables de tout. Quand ils ont de l'argent, c'est normal parce que ce sont des juifs. Quand ils n'en ont pas, ils cachent leur argent. Mais déjà, dans l'histoire, quand on refait l'histoire... On est dans un fantasme permanent. Oui, quand on refait l'histoire, on s'aperçoit que ça a toujours existé. Les auteurs, notamment, je parle des auteurs célèbres, Victor Hugo, etc. et tout, ils l'ont peut-être pas dit eux-mêmes du mal des juifs en général, mais ils ont fait parler des personnages, comme Victor Hugo avec Cromwell dans une pièce de théâtre qui disait des choses affreuses. Donc, c'est vrai qu'on se sert des personnages pour dire vraiment ce que l'on pense, mais oui, il est à craindre que la société... Il y a des accélérations de l'histoire. Parce que... on parlait justement du 7 octobre. Est-ce que vous auriez écrit de la même manière si vous aviez déjà dans la tête le 7 octobre? J'aurais pas eu le recul nécessaire pour dire les choses comme elles sont dites dans le livre. J'aurais peut-être trahi ma sagesse. Voilà. Donc, il valait mieux que cela se passe ainsi. Mais en ce qui me concerne, personnellement, ça a renforcé ma conscience religieuse.
alors que je n'étais pas, je suivais pas la religion. Je me suis échappé des dogmes, bien que ma tradition, voilà, est totalement juive. Hein. Mais hélas, j'ai la conscience. Le 7 octobre a révélé finalement cette judaïté que vous avez en vous. Beaucoup de gens sont dans mon cas. Bien sûr. Et nous, là, on en reçoit beaucoup à notre plus micro. Pour en parler, évidemment, on en parle du 7 octobre avec ce livre est un support pour parler justement du 7 octobre. Et l'histoire se répète en fait. C'est ça. Et toujours sous des formes différentes. Il y a toujours des prétextes à relancer la machine anti-juive. Mais ça va se calmer, je l'espère, à un moment donné. Mais au surgissement d'un problème quelconque, ça va revenir. Mais là, après la Shoah, c'est plus fort par rapport à la Shoah, bien que ce soit quand même plus. Voilà, bien sûr, ce qui s'est passé est moins important, voilà. Bien que ça soit dramatique. Les Juifs et les gens bienveillants accolent le fait du 7 octobre à la Shoah finalement, et ça raccourcit les distances, et d'un seul coup ça fait une grosse Shoah, voilà, et le monde va mal encore plus à cause de ça, parce qu'on ne peut pas se séparer des Juifs. Les Juifs, ils veulent être tranquilles dans des pays qu'ils fréquentent, mais à chaque fois ils sont répudiés, ils sont comme en Espagne par exemple. Oui, rejetés, on appelle au boycott effectivement d'Israël, à l'Eurovision. Voilà. Alors évidemment, les effets secondaires... Bien sûr, de la guerre menée à Gaza. Oui, c'est un peu... J'en ai parlé d'ailleurs au rabbin de Jean Lépin, ma région, quoi, où je vis, et je lui dis mais pourquoi on remet de l'huile sur le feu, etc. Il me dit mais c'est vrai que ça va trop loin, je suis d'accord avec vous, mais on se défend, et pour se défendre, et bien il faut mettre de l'espace entre nous et les pays arabes. Alors après on va parler de politique, et c'est pas mon endroit. Merci beaucoup Yvan Tettelbaum, une inquiétude juive aux éditions Le Lys Bleu. C'est passionnant et c'est évidemment très intéressant dans les temps qui courent où effectivement l'antisémitisme malheureusement est en constante augmentation. Et en plus, on en parle la veille du 7 octobre, triste anniversaire, 2 ans après les attaques du Hamas. Merci beaucoup d'être venu sur notre antenne. Ça a été un plaisir. C'est la fin de cette grande matinale sur Radio JM que j'ai eu le plaisir de présenter aux côtés d'Elsa Charbit, de Noah, de Rachel et de nos nombreux invités. Je vous retrouve demain matin. Pas du tout, pas demain, puisque demain c'est Soukhot. Je vous retrouve plutôt jeudi matin à 8h30 pour le flash d'information locale. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter notre interview de Grégory Boucher, candidat aux prochaines municipales des Pennes Mirabeau, aujourd'hui à 13h sur le 90.5 et en replay sur le site Radio JM. Tout de suite, c'est le flash de midi de RCJ. Passez une très belle journée sur Radio JM et bon appétit. C'était la grande matinale Radio JM, tous les lundis de 10h à midi, en direct sur le 90.5 ou en replay sur radiojm.fr.